De retour sur le plateau de Niwa Soir, merci de votre fidélité. Notre invité ce soir est Louis Magloire Kemayou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain et président du Club de l'information africaine. La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir ciblé la résidence du président Vladimir Poutine au Kremlin à l'aide de 2 drones. Une accusation que Kiev dément, une situation à prendre avec beaucoup de précautions, mais on va en débattre tout de même. Qu'est-ce qui se serait passé selon vous? Ce qui s'est passé, pour le moment qui est documenté, c'est qu'il y a eu 2 attaques de drones qui sont survenues aux environs de 2 heures sur le dôme du Kremlin, pas très loin des bureaux de Vladimir Poutine. Donc les 2 drones sont venus dans des directions différentes et se sont écrasés, mais n'ont pas causé de décès humains. Cependant, au niveau du Kremlin, c'est pris très au sérieux parce qu'en raison de l'opération spéciale, comme on l'appelle en Ukraine, le Kremlin a eu l'impression que c'était une attaque en provenance d'Ukraine. D'ailleurs, ils ont dit que c'était à la fois un attentat, une tentative d'atteinte à la vie du président russe et également un attentat contre le Kremlin. Mais au-delà de l'Ukraine, ce que le Kremlin voit, c'est également la main des États-Unis, puisque les Russes ont estimé que même si c'était l'Ukraine qui attaquait, c'était à la demande des États-Unis que cette attaque était ordonnée, ce qui a naturellement été démenti par le porte-parole de la Maison-Blanche. Qui avait pointé du doigt dans cette affaire, mais est-ce que, je n'ai plus les chiffres exacts, mais la distance entre les 2 capitales, est-ce que c'est réaliste? Un drone peut parcourir cette distance-là? Non, parce qu'on parle de près de 900 km quand même qui séparent les 2 capitales. Non, je Au crois même pas. moment, on dit que les drones seraient en provenance de Kiev. Alors Oui. comment est-ce qu'on se situe? Oui, parce qu'il faudrait encore identifier très clairement qui a fabriqué le drone en question. Est-ce que ce sont des drones turcs? Est-ce que ce sont des drones iraniens? Est-ce que ce sont des drones de la période soviétique? Et même en devinant de cette façon-là, il faut voir l'ancienneté et la capacité d'un drone de cette nature-là à parcourir de longues distances, surtout avec des charges explosives comme c'est le cas. Donc, pour le moment, on n'a pas encore d'informations là-dessus. Ce qui est certain, c'est que ça ne provient ni de Turquie ni d'Iran. C'est probablement un drone qui a été modifié puisque ce sont des drones de fabrication soviétique qui ont été utilisés, mais est-ce qu'ils ont été modifiés par les Ukrainiens, par les Américains ou par des opposants russes sur le sol russe, donc qui l'ont utilisé pour essayer de marquer un coup dans cette guerre? Pour le moment, seule une enquête approfondie pourra le dire, mais comme on est en temps de guerre, c'est de bonne guerre d'accuser l'un des camps ou l'autre, en l'occurrence l'Ukraine ou les États-Unis ou un pays de l'OTAN de façon plus générale. Une autre version sur des réseaux sociaux, les internautes parlent même de peut-être que les auteurs seraient des anti-ukrainiens. Il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été émises et comme je le dis, en temps de guerre, c'est de bonne guerre. Certains disent même que ce sont peut-être les membres du gouvernement russe qui l'ont fait pour pouvoir justifier des représailles éventuelles qu'ils pourraient lancer contre l'Ukraine. Toutes les hypothèses sont sur la table pour le moment et il est difficile d'en privilégier l'une plutôt que l'autre, parmi les différentes hypothèses émises. Beaucoup d'hypothèses sont sur la table, vous le dites si bien, mais les accusations sont claires. Moscou parle de tentative d'assassinat contre le président Vladimir Poutine. C'est là de graves accusations. Ce sont des accusations très graves, surtout qu'aujourd'hui, même quand les attaques peuvent venir d'Ukraine, le gouvernement ukrainien explique qu'il est en manque d'équipement et que sur le plan militaire, ce serait une absurdité de considérer que c'est lui qui organise les attaques. On peut le croire comme ne pas le croire, mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a quand même une guerre qui se mène entre les deux pays et que même si l'Ukraine privilégie l'option défensive, par moment, elle ne se refuse pas d'attaquer comme elle le fait par moment en Crimée où on a vu un camion chargé d'explosifs qui a explosé sur le pont et qui a en partie détérioré le pont de Crimée qui relie la Crimée à la Russie. Donc il n'est pas interdit que l'Ukraine par moment de la phase défensive passe à l'offensive également et attaque des objectifs sur le sol russe. Beaucoup d'hypothèses et beaucoup de questions qui se posent au moment où c'est un incident qui intervient au moment où Kiev a annoncé une offensive de grande envergure dans ce contexte de guerre. Mais est-ce qu'on pourrait aussi imaginer une mise en scène? Tout est possible.
Dans un contexte de guerre, vraiment, tous les coups sont permis par moment. Et comme on est à la veille de la célébration du 9 mai, qui est quand même un moment militaire très important. Pour célébrer la victoire de l'ancien URSS sur les nazis. Oui, et vous vous rappelez que quand l'opération spéciale a été lancée, c'était aussi une opération pour dénazifier l'Ukraine. Donc, quelque part, il y a un cocktail qui fait que toutes les hypothèses sur la table sont valables, qu'il s'agisse de celle d'un auto-attentat organisé par les Russes ou d'un attentat en provenance des Ukrainiens ou même des partenaires de l'Ukraine. Tout est véritablement sur la table, mais quand on ajoute à cela le fait qu'il y a des dépôts pétroliers qui ont été attaqués dans la zone frontalière avec l'Ukraine, il y a de fortes chances de penser que l'Ukraine n'est pas si innocente que cela dans l'attaque qui a été lancée, même si pour le président Zelensky, la priorité est donnée à la défense du territoire ukrainien plutôt qu'à l'attaque des Russes qui ont envahi l'Ukraine. Alors, Luma Glock et Maheu, nous sommes dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le 9 mai, vous l'évoquiez tantôt, mais est-ce qu'on peut s'attendre à un défilé militaire imposant avec une démonstration de force ? Il peut y avoir une démonstration de force, mais sans naïveté de la part des uns et des autres. C'est-à-dire que aussi bien côté ukrainien que côté russe, il faudra respecter la tradition militaire qui est celle de célébrer la victoire sur les nazis, mais il faudra le faire avec beaucoup d'intelligence militaire, pour utiliser un langage anglais ou parler en bon français comme on dit. Mais le fait est qu'il ne faudra pas perdre ses repères, ce qui avait permis une victoire éclair des Égyptiens sur les Israéliens pendant la guerre du Kippour. Cette victoire éclair-là, il faut l'éviter en gardant quand même des réserves pour ne pas tout mettre dans le défilé militaire et déshabiller en quelque sorte l'armée alors qu'elle est en pleine opération spéciale. L'autre grande question, est-ce qu'à l'occasion du 9 mai, le président russe Vladimir Poutine pourrait prendre la parole ? Je pense qu'il prendra la parole. S'il ne le fait pas, ce serait presque une défaite de sa part de considérer qu'il a été tellement effrayé par les différentes perspectives d'attentats qu'il n'ose pas prendre la parole. Je pense qu'il trouvera un moyen de prendre la parole soit en public, soit dans un autre contexte, mais il ne se privera pas de s'exprimer devant son peuple et de célébrer cette victoire contre les nazis, d'autant plus qu'il est là dans une opération spéciale sur laquelle on n'a pas encore le dernier mot, mais qui ne devrait pas être un prétexte pour avoir peur ni de l'Ukraine, ni des partenaires de l'OTAN qui soutiennent l'Ukraine dans cette agression. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué ce jeudi un déplacement officiel aux Pays-Bas, à La Haye. Le dirigeant ukrainien a exigé à nouveau la création d'un tribunal spécial pour juger le président russe. Et quelle lecture faites-vous de ce déplacement officiel ? Le président Zelensky a été relativement moins bavard ces derniers temps qu'il ne l'a été au début de la guerre et pendant un certain temps. Il revient à la surface pour rappeler que la contre-offensive déjà se prépare, qu'il y a besoin de moyens militaires pour la mener, mais qu'il y a surtout besoin de stopper le président russe. Et l'un des moyens qu'il a trouvé pour ça, c'est la création du tribunal spécial. C'est également le mandat d'arrêt international qui a été lancé contre le président russe, non pas par rapport à la guerre qui est menée, mais par rapport aux opérations d'adoption forcée qui ont été exercées sur le territoire ukrainien. Il y a un sommet des BRICS qui va se tenir, c'est en Afrique du Sud. Où le président russe est attendu. Le président russe est attendu. Certains estiment que s'il y va, vu que la police de l'Union, enfin de la République sud-africaine a dit qu'elle pourrait l'arrêter et qu'il y a une véritable séparation. Dans ce contexte de mandat d'arrêt international. Oui, puisqu'il y a un mandat d'arrêt et que l'Afrique du Sud fait partie de la Cour pénale internationale, logiquement, elle devrait exécuter le mandat d'arrêt international. Mais rien n'est moins sûr parce que il y a déjà le président soudanais, l'ancien président soudanais, Omar el-Béchir, qui avait pu se rendre en Afrique du Sud et qui était reparti sans avoir été arrêté. Donc aujourd'hui, rien ne nous dit que malgré les engagements internationaux de l'Afrique du Sud, malgré la séparation des pouvoirs qui est effective entre le politique, la justice et le pouvoir le pouvoir législatif, rien ne garantit que ce mandat d'arrêt international sera exécuté. Mais ce sera un grand moment. On verra à quel point cette séparation de pouvoir permet à la justice sud-africaine d'exercer tout son pouvoir et d'arrêter ou pas le président russe quand il sera en Afrique du Sud. Dites-vous alors qu'il y a peu de chances que le président soit interpellé ? Pour le moment, en se basant sur le précédent soudanais,
il y a peu de chances que cela soit fait. Mais est-ce que tout nous garantit qu'aujourd'hui, le président russe, s'il sera en Afrique du Sud, ne sera pas arrêté? Je ne peux pas le dire à 100%, mais en me basant sur le précédent soudanais, je me dis qu'il y a peu de chances qu'il le soit. Et s'il y avait ce risque-là qu'il le soit, je pense qu'il ne fera pas le déplacement. Mais de mon point de vue, il fera le déplacement et il ne sera pas arrêté. La Chine est sollicitée pour jouer le rôle de médiation entre les deux pays. Est-ce que on sait où on est aujourd'hui avec cette démarche? Les démarches de ce type-là, généralement, elles se font plus dans les coulisses que sous la lumière des projecteurs, de la presse ou de la diplomatie internationale. Ce qui est certain, c'est que des démarches sont en cours. La Chine a déjà réussi un très grand coup, celui de permettre à l'Iran et à l'Arabie saoudite de se réconcilier. Si elle réussit dans cette opération-là aussi, malgré le fait qu'on lui trouve un penchant pro-russe plus important qu'un penchant pro-ukrainien, peut-être qu'elle marquera un deuxième très grand coup sur le plan diplomatique. Mais pour le moment, nous avons très peu d'éléments pour pronostiquer là-dessus. Espérons simplement que l'intervention de la Chine, qui est en train de devenir une grande puissance économique et une grande puissance diplomatique, que cette intervention permettra d'arrêter l'escalade que nous sommes en train d'observer sur le terrain ukrainien dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Kiev a annoncé une contre-offensive d'envergure. Selon l'OTAN, l'équipement supplémentaire demandé, ça pourrait prendre du temps, voire plusieurs mois pour être livré. Est-ce que d'ici là, est-ce que l'Ukraine pourrait toujours tenir dans cette guerre? Pour le moment, quand on est sur la défensive, on dépense nettement moins que quand on est à l'offensive. Malheureusement ou heureusement, ce sont les réalités du terrain de guerre. Donc l'Ukraine, pour le moment, défend. Tant qu'elle ne passe pas à l'offensive, elle ne dépensera pas plus qu'elle n'en a les moyens de le faire. Et comme elle est soutenue par les pays de l'OTAN, il est à peu près certain qu'elle tiendra le coup. Mais est-ce que la Russie, elle, prendra le risque d'aller conquérir de nouveaux territoires? Pour le moment, elle gagne des territoires, mais pas en termes de kilomètres. Il y a très peu d'avancées sur le terrain. Donc je crois qu'on restera dans une espèce de statu quo, mais que l'Ukraine continuera de solliciter les soutiens. Et comme l'oreille attentive des États-Unis permet aujourd'hui qu'il y ait de l'espoir, que les armes soient livrées et que ces armes-là soient livrées dans des délais convenables, peut-être qu'il y aura une contre-offensive, mais pas une contre-offensive qui permettra de changer la donne au point de dire que dans 3 mois ou dans 6, on aura une fin de la guerre. Cela permettra simplement de stabiliser probablement le terrain de guerre tel qu'il est aujourd'hui, mais pas d'avancer, d'observer des avancées d'un côté ou de l'autre. Les drones ont été abattus, la Russie promet de prendre des mesures, mais oui, est-ce que justement on peut s'attendre à une flambée de violence? Non, je ne crois pas qu'il y aura une flambée de violence. Il y aura des attaques ciblées. Les populations seront moins atteintes probablement qu'elles ne le sont maintenant. On remarque qu'il y a de moins en moins d'attentats en direction des cibles civiles, mais on aura ça et là des attaques ciblées vers des installations militaires ou vers des installations de grande envergure, comme celle que l'on a remarqué par rapport aux installations pétrolières russes qui ont été attaquées. Peut-être que d'autres installations seront également sur le plan militaire visées pour affaiblir ou alors marquer le coup dans un camp ou dans l'autre, mais je ne pense pas que cela permettra des avancées sensibles dans un camp ou dans l'autre. De votre analyse, est-ce que la communauté internationale fait, selon vous, ce qu'il faut pour mieux gérer ce conflit? De mon point de vue, quand on encourage un belligérant ou un autre à s'armer, on n'encourage pas la paix. Et pour moi, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que le Conseil de sécurité des Nations Unies aille vers une désescalade. On avait eu la course à l'armement de la période de Reagan qui a conduit vers la faillite de l'Union soviétique et son implosion. Je crois qu'on est reparti dans un rythme qui n'est pas très différent de celui-là et que une course comme celle-là coûte cher dans une période où non seulement le coût de la vie devient de plus en plus élevé, mais aussi dans une période où il y a des enjeux beaucoup plus importants. On parle beaucoup des objectifs de développement du millénaire, mais il n'y a pas d'argent pour financer ces objectifs-là. Or, le budget militaire qui est dépensé pour aider l'Ukraine... Très important. Il est très important. Je ne voudrais même pas faire la comparaison entre la guerre en Ukraine et la guerre contre le terrorisme dans le Sahel ou bien l'Afrique centrale avec Boko Haram, mais
il est certain que si on déploie tous ces moyens-là sur un terrain comme celui de l'Ukraine, cela attisera forcément ce sentiment de deux poids, deux mesures que l'on ressent dans le Sahel ou en Afrique centrale. Et surtout, cela montrera que la priorité aujourd'hui est plus donnée à la position militaire. Justement, estimez-vous qu'aujourd'hui les questions sécuritaires prennent un peu trop le dessus sur les autres préoccupations des populations dans le monde, situation en Afrique comme en Europe ou ailleurs? Oui, c'est-à-dire que quand vous regardez ce qui s'est passé depuis les attentats de septembre 2011, oui, on a l'impression que le tout sécuritaire l'emporte sur tout le reste, que ce soit les questions de santé, que ce soit les questions d'alimentation ou les questions de scolarité. C'est comme si tout cela de santé, notamment. Oui, passait au dernier plan. Les objectifs de développement du millénaire qui ont été fixés par les Nations Unies semblent secondaires par rapport à tout le reste. Et ce n'est pas normal que notre humanité aujourd'hui soit capable d'envoyer des hommes sur la Lune et ne soit pas capable de nourrir. Le développement n'est pas que question de sécurité. C'est pas qu'une question de sécurité. Il faut de la sécurité pour se développer, c'est certain, mais on ne peut pas miser uniquement sur la sécurité et laisser en arrière-plan tous les autres aspects. D'une guerre à une autre, on parle tantôt de la situation entre l'Ukraine et la Russie, et aussi sur le continent africain, le Soudan également qui vit une situation très préoccupante, mais il y a une situation de trêve tout de même Trêve qui n'est pas respectée. Qui n'est pas respectée, qui n'est malheureusement mais qui doit, à partir du 7 prochain, il y a aussi une autre qui devrait débuter. C'est-à-dire qu'ici, on est presque dans du croiser les doigts et espérer. C'est ce qui est le plus déprimant. Les deux camps respectent les accords. Quand vous entendez le secrétaire général des Nations Unies dire qu'on a échoué au Soudan, qu'est-ce qu'il voudrait qu'on dise à la suite de cela? Si la communauté internationale incarnée par les Nations Unies et son secrétaire général fait un constat d'échec et dit qu'on a échoué dans la recherche de la paix au Soudan, je ne sais pas qui d'autre aujourd'hui peut se lever et dire nous allons nous battre pour qu'il y ait des résultats concrets au Soudan. En Ukraine également on a échoué, mais personne ne nous dit qu'on a baissé les armes, qu'on a arrêté de fournir les efforts qui permettraient de garantir à l'Ukraine la victoire dans cette agression qu'elle subit. Or, dans le cas du Soudan, le constat d'échec, tout le monde le partage, et malheureusement le partage en spectateur. Or, le Soudan était une espèce de verrou qui permettait à l'Union européenne, comme le fait la Turquie, de retenir une partie des migrants qui passaient par là pour aller en Europe. Aujourd'hui, ce verrou-là, il a sauté. Non seulement les personnes qui viennent d'Asie en passant par le Soudan vont continuer de se déplacer, mais les Soudanais eux-mêmes vont grossir les rangs des personnes qui partiront vers les pays voisins, c'est-à-dire le Tchad, la Libye, le Soudan du Sud, la République centrafricaine et d'autres, mais eux-mêmes iront vers l'Europe également. Donc la situation à laquelle on ne fait pas attention sur le continent africain va se déporter vers d'autres continents également, et il faudra gérer ça d'une manière ou d'une autre. Le Soudan n'est pas l'Ukraine, mais le Soudan mérite autant d'attention aujourd'hui qu'on en accorde à l'Ukraine. Sinon, l'humanité serait une humanité à deux niveaux. Sans oublier la RDC également. Sans oublier la RDC qui vit un drame de 30 ans aujourd'hui depuis le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Les guerres, tous ces dossiers sont importants donc à gérer. On a le Yémen où la situation n'est pas toujours très encore au repos. L'Afghanistan. Et pour retourner sur la situation en Ukraine, à Kiev, le président qui a effectué un déplacement dans la capitale des droits internationaux. Quelles sont ses attentes? Les attentes du président Zelensky sont sont liées aux promesses qui lui ont été faites. C'est-à-dire, d'abord, on lui a expliqué que la guerre de l'Ukraine, c'est la guerre de l'Europe et la guerre de la terre entière, de l'OTAN et de tous les partenaires de l'OTAN. Donc, pour lui, si cette promesse a été faite, ça signifie que tout le monde soutiendra l'Ukraine. Et donc, il s'attend à ce que la pression qui est faite sur lui par la Russie soit atténuée par la pression que toute la communauté internationale mettra sur la Russie. Et pour lui, ça commence d'abord par la justice, c'est-à-dire arrêter le président russe et faire en sorte que les pressions économiques qui sont exercées, économiques et commerciales, qui sont exercées sur la Russie, l'étouffent, l'asphyxient et poussent soit un changement de régime, soit une implosion. Et donc, à la fin de la guerre que la Russie est en train de mener en Ukraine. Et c'est pour ça qu'il exige que tout le monde mette la main à la poche pour soutenir son pays, soutenir l'effort de guerre de son pays.
Merci beaucoup, Luma Gloire Kumayou, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste, écrivain et président du Club de l'information africaine. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause pour une nouvelle édition du journal.